Et bonsoir à tous, ça y est, il est 18h, on y est, nouvel épisode d'Apéro Pistache et Littérature. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à tous et ce soir j'ai la joie, le privilège de recevoir Alexis Génie. Alexis, merci à vous, comment allez-vous? Bah fort bien, je ne suis pas malade. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle, on commence sur une bonne nouvelle. On commence sur une bonne note. Donc, Alexis Génie, forcément, vous le savez tous, prix Goncourt, mais on va y venir, c'est pas la priorité. On va passer un bon moment, on va passer un bon apéro avec Alexis Génie. Et forcément, avant d'aller à la rencontre de vos livres, la question qui s'impose, comment avez-vous occupé vos journées d'auteur confinés? On l'espère les dernières, on est le 7 mai à l'heure où on se parle. Peut-être que bientôt ce ne sera plus qu'un lointain souvenir, mais jusqu'à présent, voilà, comment avez-vous fait? Bah écoutez, j'ai fait ce que je fais en général, c'est-à-dire que j'ai lu des livres et j'ai écrit. Donc, non mais ça je fais partie des nantis du confinement, c'est-à-dire que moi mon travail quotidien, c'est ça, c'est lire des livres et en écrire d'autres. Donc du coup j'ai continué. Alors, ça m'a un petit peu perturbé la première semaine. Parce que j'avais l'habitude d'aller écrire en ville, dans des cafés. C'est une vieille habitude, ça fait 30 ans que je fais comme ça. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin d'aller dans des cafés, etc. Puis j'ai toute une série de cafés chez moi qui vont bien pour ça, mais là, pas moyen, pas possibilité d'y aller. Tout est fermé, donc pendant une semaine, j'ai tourné un peu en rond en cherchant mes marques. Et puis finalement, alors on a trouvé avec ma compagne, elle aussi qui travaille dans l'écrit, un arrangement, c'est-à-dire que aux heures de travail, parce que un écrivain, ça écrit aux heures de bureau, il n'y a rien de romantique là-dedans. Donc aux heures de travail, on a chacun moi je suis dans la chambre, elle est dans le séjour, et puis on travaille. Voilà. Et du coup, on n'est pas dans une promiscuité, tendue, et on fait ce qu'on fait d'habitude. Et même finalement, on s'est rendu compte que chacun de notre côté, qu'elle travaillait plus et moi aussi. Et donc finalement, j'ai abattu pas mal de travail. Alors, par contre, j'ai beaucoup travaillé sur des choses qui étaient déjà commencées. Ça veut dire des choses où j'avais déjà une bonne matière, qui c'était un travail finalement c'était un retravail du texte. C'était pas de l'invention. Je ne sais pas si je serais capable d'inventer quelque chose de nouveau en étant un peu enfermé comme ça chez moi dans un horizon très très étroit. Mais bon, il se trouve que j'avais un essai et un roman qui étaient bien avancés, aux 3/4 fait, si vous voulez. Et donc là, j'ai travaillé là-dessus, et j'ai bien travaillé là-dessus, et finalement, c'est pas mal. Mais bon, j'aimerais bien sortir un peu. Ouais. Sortir à plus du kilomètre autorisé. Voilà, au moins 1 km 200. Voilà, j'ai exploré le kilomètre autorisé, c'est-à-dire que alors moi j'habite en banlieue parisienne, donc quand je sors, il n'y a pas un monde fou dans les rues, on n'est pas dans Paris, donc je suis allé à peu près tous les 2 jours, je suis allé courir, mais je connais, je crois, maintenant toutes les rues dans un cercle d'1 kilomètre de rayon. Je suis une sorte de GPS de cet endroit où personne ne va jamais. Et donc, j'ai découvert des petites rues fleuries, j'ai suivi la floraison des cerisiers, etc. C'est du bucolique, mais à toute petite échelle. Vous serez guide du quartier bientôt. Guide de mon quartier, guide de Bagnolet dans la Seine-Saint-Denis. C'est une reconversion, pourquoi pas? Au moins, ça fait des vocations, le confinement. Voilà. Enfin, un message positif. On l'attendait ce message. Et justement, pour continuer sur cette question-là, est-ce que la thématique du confinement a pu un peu modifier les écrits que vous meniez actuellement, ou est-ce que vous êtes resté assez imperméable à ça et vous avez continué à avancer sur vos projets sans intégrer cette problématique-là qui, on l'imagine, va arriver en librairie dans les mois à venir, dans des romans et des essais? Bon, je n'ai pas écrit de journal de confinement, clairement, parce que voilà, j'ai pas d'intérêt. Et après, pour moi, la vie, elle a changé parce que il y a eu une réduction de la vie sociale. La vie sociale, ça a été des apéros WhatsApp, ce qui est quand même un petit peu limité. Donc ça manque. Mais après,
du point de vue de mon travail, c'est à peu près la même chose. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec brusquement, avec du temps, avec étaient immobiles, etc. Donc ça leur change la vie. Moi, ça m'a pas tellement changé la vie, puisqu'un écrivain, ça passe son temps assis devant un écran ou devant une feuille. Donc du coup, ça, il n'y a pas une expérience nouvelle. Alors après, les réflexions que je pouvais avoir, j'ai une chronique hebdomadaire dans le quotidien La Croix. Donc finalement, si on met, si on aligne toutes les chroniques que j'ai fait pendant ces 6 semaines, bah ça sera mon journal de confinement, quoi. Parce qu'en effet, je parle de ce qui se passe, de ce que je pense. Ça va à la fois de comment dire, de qu'est-ce que va être le monde d'après dans des considérations écologiques, sociales, etc. Ou bien mon observation patiente de la pousse de mon bambou sur mon balcon. Voilà, c'est à la fois de l'intime et du géopolitique. Et puis il y a un peu de méditation aussi dans tout ça. Finalement, c'est pas mal. Oui. Bah oui. Bah, disons qu'il y a pas un bouquin spécial, il y a pas un journal, qui traite de ça, parce que en fait, pour moi, ça a pas été un gros traumatisme, en fait. Moi, quand je dis que je suis un anti du confinement, c'est que c'est pas traumatique, même en plus comme mon boulot à moi, même on va dire financièrement, il se joue pas au jour le jour. C'est-à-dire que pour moi, ça a été je n'ai pas fait quelques festivals, c'est tout. Voilà, donc finalement, il faut juste être patient, mais je suis un garçon patient. Un romancier est toujours un garçon patient. Je crois que c'est une qualité. Et justement, aujourd'hui, vous êtes romancier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours qui vous a mené à l'écriture? Un parcours, j'imagine riche, mais en quelques mots, voilà, pour faire connaître. Alors, il est très particulier, mon parcours, parce que j'ai toujours eu une passion pour la littérature. Bon, quand j'étais ado, je disais de la littérature d'ado, mais après, j'ai lu des choses d'adulte. Et j'ai commencé à écrire très tôt. Et mon premier manuscrit écrit pour être publié, j'avais 28 ans. Voilà, c'était le premier que j'ai envoyé. Il a été refusé. Il a été refusé chez tous les éditeurs chez qui je l'ai envoyé. Et c'est pas un problème, j'ai commencé à en écrire un autre. Quand je l'ai fini, je l'ai envoyé. Puis pendant qu'il était dans la nature, j'en écrivais un autre, etc. Et ça a duré 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai écrit 5 ou 6 romans, mettons, tout en travaillant, par ailleurs. J'étais professeur de sciences naturelles. Donc j'écrivais très très régulièrement. J'envoyais régulièrement, j'étais refusé régulièrement, et je continuais. Et ça a duré jusqu'à 48 ans. Donc j'ai eu toute une vie où j'étais écrivain, mais j'étais pas à le savoir. Il y avait ma compagne et 2 amis de longue date qui le savaient, autrement personne. Parce que quand on a dépassé un certain âge et qu'on écrit et qu'on n'est pas publié, on la ramène pas trop, comme c'est de dire j'écris un peu, j'espère être publié. Enfin bon, ça c'est un peu la loose quand même. Et à 48 ans, mon roman L'art français de la guerre est accepté par Gallimard. À ma surprise, même si il me semblait bien, mais ceux d'avant me semblaient bien aussi. Et là, paf, il est publié. Et il est publié, et quelques mois après, il y a le Goncourt. Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est 20 ans de longue patience. Mais c'est vrai que moi, mon désir pendant ces 20 ans, c'était d'être publié. Le Goncourt, c'est le surcroît, c'est la cerise sur le gâteau. En plus, c'est une merveilleuse surprise, mais je n'y attendais carrément pas. Et je le souhaitais même pas. Je pensais même pas, je pensais que c'était pas pour moi, ce genre de choses. Voilà. Et moi, j'étais juste amateur de littérature. Et brusquement, ça me tombe dessus, ce qui est très très bien, parce que ma carrière littéraire en a été accélérée. C'est-à-dire qu'en quelques mois, j'ai eu une reconnaissance que normalement, on met 15 ans à obtenir petit à petit. Moi, j'ai mis 20 ans à l'obtenir, puisque pendant 20 ans, j'étais un écrivain sans livre publié. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très particulier. Alors après, une fois que j'ai eu ça, j'ai passé donc 1 an un peu compliqué, parce que je circulais beaucoup tout en étant prof. Je circulais les week-ends, je corrigeais des copies dans l'avion,
j'arrivais en taxi au lycée, j'allais faire cours. Enfin bon, c'était un peu compliqué. J'en suis sorti lessivé. Et après, je me suis mis à mi-temps. Et puis après, j'ai pris une disponibilité. Et je me suis mis à écrire. Et depuis, alors je sais plus, je recompte, mais j'en oublie toujours. De 2011 à maintenant, j'ai écrit 15 livres. Voilà, donc toutes sortes de choses, des gros, des petits, des moyens. Ça va du roman, des nouvelles, des essais sur la spiritualité, sur l'Algérie, sur la peinture, sur l'imperfection, sur le bégaiement, sur quoi encore, un livre de cuisine. Oui. Cuisine des femmes des cités, donc un lien aussi avec l'immigration. Voilà, donc un grand nombre de choses très très diverses. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le concours permet de, c'est très utile, c'est très agréable de l'avoir bien sûr, mais c'est très très utile puisque ça crée une notoriété. Et là, un certain nombre d'éditeurs m'ont proposé d'écrire des bouquins sur des sujets, et des sujets auxquels j'aurais pas pensé. Ils ont fait leur vrai boulot d'éditeur, c'est-à-dire tiens, ce type-là, je suis sûr qu'il peut écrire un truc là-dessus. Et ils vont me voir, ils me demandent. Et alors des fois, bon, ça marche pas, mais la plupart du temps, il y a une connexion qui se fait, ça va super bien, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire. Et donc, sur les 15 bouquins que j'ai faits, bon, il y a un roman tous les 2 ans, chez Gallimard, et il y a une dizaine de bouquins qui sont, la plupart du temps, des suggestions d'éditeurs, des projets d'éditeurs, mais qui me conviennent. Donc ils ont fait leur travail intuitif, de flair, parce que c'était quand même pas évident de me proposer un truc sur la peinture ou sur je sais pas, ou sur l'Algérie, la colonisation. C'est clair, je suis devenu une sorte de référence étrange là-dedans. Mais après voilà, sur la spiritualité, voilà, c'était pas évident, et j'aurais jamais osé moi-même me mêler de ça, même si j'en avais envie. Voilà. Donc c'est super. Voilà, donc les éditeurs me permettent d'écrire des choses qui sont en fait des choses qui sont profondes chez moi, mais auxquelles j'aurais pas pensé, ou que je ne savais pas, ou j'aurais pas osé. Voilà. Et ben, le dernier que j'ai fait, qui est une biographie d'un écologiste américain, John Muir, bon, je ne connaissais pas du tout. C'est les éditrices de la maison d'édition Paulson qui me l'ont suggéré, en disant ouais, toi qui as été professeur de sciences naturelles, ça devrait te plaire, ça. Et en fait, coup de foudre incroyable, c'est-à-dire que je connaissais pas ce type, et c'est devenu mon meilleur ami, quoi. Bon, il est mort il y a 5 ans, mais j'ai été passionné par la vie de cet homme et par raconter la vie de cet homme. D'accord. Et pour les romans, donc on imagine que vous avez peut-être un peu plus les mains libres dans le choix de vos thèmes. Oui, bon, ça c'est autant les essais, je discute, voilà, c'est une collaboration. Autant les romans, c'est mon affaire à moi, et qu'on n'y touche pas. Voilà, c'est-à-dire que je les invente, je les imagine, je les construis. Voilà, c'est vraiment mon affaire. C'est à la limite, c'est le cœur de mon travail personnel. Après, bon, je peux faire des choses différentes. Ça me fait du bien d'ailleurs. Ça me fait énormément de bien de faire des choses différentes, parce que un roman, on est comme dans sa tête. Et là, des fois, sortir un peu. On est un peu confiné en fait quand on écrit un roman, parce que on est dans un thème pendant 2 ans. C'est un truc de folie, quoi. C'est pendant 2 ans, on pense à la même chose tout le temps. J'ai fait un roman sur la conquête du Mexique au XVIe siècle. Pendant 2 ans, j'ai vécu au XVIe siècle. J'ai appris des choses incroyables, j'ai appris ce qu'on mangeait, j'ai appris le prix que coûtait le passage en bateau de Séville à Cuba, combien il y avait d'Espagnols à Cuba, etc. Donc c'est une sorte de façon d'être dans une sorte d'autre monde presque. Bon, et de temps en temps en sortir pour aller faire un essai, c'est-à-dire un truc où on parle du réel quand même, où on raconte des choses sur un sujet qui n'est pas soi, ça fait du bien. Donc du coup, je fais un peu ces allers-retours. C'est pour ça qu'il y a deux types d'écriture chez moi. L'écriture roman
et l'écriture essai, une écriture personnelle de fiction. Je tiens beaucoup à la fiction. Jamais de la vie je ferai de l'autofiction, je ferai d'un truc d'enquête, etc. Enfin, non. Moi, la fiction, je trouve ça super important. Et à côté, un travail d'essai sur des sujets divers où j'essaye de comprendre quelque chose, de raconter quelque chose sur un sujet. Et toujours sur la question de l'écriture, comment vous menez tout ça de front, vous nous avez donné déjà quelques éléments, vous passez vraiment d'un livre à l'autre avec un temps bien découpé, ou vous arrivez parfois à jongler entre les projets pour vous accorder là encore des respirations d'un travail à l'autre, vous préférez vous y ce que je fais, c'est que je travaille tous les jours, je travaille par exemple pendant 15 jours, 3 semaines sur un roman. Et puis après, il y a une sorte d'épuisement du désir, il y a une sorte de dégoût un peu, de pathologie dans ces trucs à soi, enfin, dire pourquoi, qu'est-ce que et puis après, du coup, si je faisais que ça, je prendrais une semaine de vacances. Mais en fait, je vais passer à autre chose où il y aura un sujet bien clair, puisque à un moment donné, je dois analyser quelque chose qui est pas moi, avec un style différent, ou écrire sur, c'est plus facile que écrire tout court. Voilà. Écrire sur, on a des choses à dire. Quand on fait de la fiction, les choses à dire, elles se créent avec l'écriture, c'est compliqué. Donc, quand j'en ai marre, au bout de 15 jours, 3 semaines de roman, j'en peux plus, j'ai l'impression que je patauge, hop, je vais voir faire mon essai. Je cavale, ça va beaucoup plus vite, c'est bien, c'est super, etc. Puis au bout d'une dizaine de jours, je dis oh là là, qu'est-ce que j'ai envie d'inventer quelque chose, est-ce que j'ai envie de retourner ailleurs, est-ce que j'ai envie d'être libre en fait, voilà. Et donc du coup, je repasse au roman. Voilà, c'est une sorte de rythme un peu informel. C'est par des périodes, genre 3 semaines, 1 semaine, ou 3 semaines, 10 jours, voilà. Et comme ça, en passant de l'un à l'autre, chacun me repose de l'autre en fait. C'est ça qui est bien. Autrement, c'est vrai que je parte en vacances, mais le problème c'est qu'en vacances, je m'ennuie si j'écris pas. Donc voilà. Pas de repos pour les guerriers. Ma compagne me dit, tu sais, tu peux prendre des vacances des fois. Donc le deal, c'est que entre le 15 juillet et le 15 août, je n'ouvre pas mon ordinateur. Alors j'ai juste quand même un petit carnet parce que s'il y a quelque chose qui vient, quand même, faut quand même pas le louper, ça reviendra pas. Mais par ça, je m'assois pas pour écrire. Voilà. Et donc je fais autre chose carrément. D'accord. Donc mais c'est presque une décision, c'est une décision rationnelle et autoritaire en fait, enfin autoritaire de moi-même. Je me dis non, hop, là on arrête. Et après finalement ça fait du bien parce que après je repars avec plein d'énergie. Autrement j'arrêterais pas. Et le problème c'est que si on n'arrête pas, comme on s'épuise, il y a des tas de moments où ça sert à rien d'écrire. C'est-à-dire qu'on prend son machin, on bricole 3 trucs, ça va pas. Il ferait mieux d'aller se promener, quoi. Ça irait renouveler un peu le terreau. Oui, complètement. C'est autre chose, quoi. Et justement, on va tout doucement entrer dans votre monde fictionnel, donc dans votre monde des romans. Donc avec une première question qu'on peut se poser, donc ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas encore lu les livres d'Alexis Génie, il n'y aura pas de spoil. Voilà, on va parler, on va découvrir tout ça, mais bien sûr, la seule invitation à la fin de cette vidéo, c'est d'aller lire vos livres, évidemment. Et la première question, elle est sur votre attachement à l'histoire. On a la conquête du Mexique donc par Cortés, dans la conquête des îles de la terre ferme. On a le fait militaire dans l'histoire de France du XXe, dans l'art français de la guerre. Évidemment, puis la guerre d'Algérie aussi dans le dernier en date, Féroces infirmes qui est là. Pourquoi ce choix d'aller comme ça sonder certaines pages de notre histoire? Alors, il y a un truc où c'est pas un choix. Voilà, en fait on écrit sur ce qui attire, sur ce qui pose problème, ce qui fait envie. Enfin voilà. Donc quand j'ai commencé l'art français de la guerre, je connaissais pas grand chose aux guerres coloniales. C'est un bouquin qui parle des guerres coloniales. Ça va en gros 43 à 62. Donc c'est l'occupation, la libération de la France, l'Indochine, l'Algérie. Et j'avais envie d'écrire, au moment où j'ai commencé, j'ai envie d'écrire un roman d'aventure. Voilà. Avant, pendant mes 20 ans d'écriture,
j'étais très fasciné par la littérature très moderne, contemporaine, un peu formaliste. Voilà, j'étais fasciné par ça. Quand on est jeune, on adore ces trucs-là. Et puis, après 20 ans d'échecs, je me suis dit, bon, en fait, j'arrête ça, hein, c'est sûrement un peu assommant. Donc, j'ai envie d'écrire un roman d'aventure, avec des types qui font des trucs un peu extraordinaires, etc. Et j'avais lu 2-3 choses comme ça sur... c'était sur l'Indochine plutôt, avec le côté très aventureux de cette histoire-là, et qui est complètement recouvert par la guerre américaine. C'est-à-dire qu'en France, on connaît bien mieux la guerre du Vietnam que la guerre d'Indochine. Bon. Et je me dis, tiens, je vais écrire l'histoire d'un type qui va ressembler au héros au pluriel de Schoendorfer, c'est-à-dire ces types qui sont partis à l'autre bout du monde, qui ont vécu les maquis, la libération de la France, puis l'Indochine. J'ai envie d'écrire ça. Alors, sous forme d'aventure. Et puis aussi, je vais essayer de comprendre quelque chose au problème qu'on a en France avec l'immigration. Parce que c'était l'époque Sarkozy, c'était avec l'espèce d'agitation autour de l'identité nationale, de l'immigration, les banlieues, machin, etc. Ça me paraissait tellement confus, tellement n'importe quoi, que ils se disaient des trucs et des machins. Enfin, je voulais y comprendre quelque chose. Donc j'ai commencé mon roman d'aventure, et tout en faisant mon roman d'aventure, j'essaie de réfléchir aussi sur l'immigration, avec l'idée que, notre problème d'immigration, il n'est pas de maintenant, il date de nos colonies, et il date de la façon dont nos colonies ont été perdues ou libérées, ça dépend comment on se place. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas raconté, qu'on ne sait pas raconter, qui a eu lieu, et que l'on traîne toujours comme un boulet. Donc j'ai fait un roman qui marchait sur deux façons. La réflexion sur la France contemporaine, avec ses problèmes de banlieue, d'identité nationale et d'immigration, et l'histoire d'aventure d'un type qui va faire 20 ans de guerre ininterrompue. Et avec le côté décor, grandiose, je voulais que ce soit du film à grand spectacle. Hein, pour moi, c'est je pensais à Apocalypse Now, quoi. Voilà, mais avec les moyens de l'époque et des moyens français, donc un peu moins. Mais l'idée, c'est ça. Je suis un grand amateur de films à grand spectacle. Voilà. Alors, pas les films de super-héros. Les super-héros, c'est pas du jeu, il y a des pouvoirs, ça m'énerve. Mais tous les films à grand spectacle, avec du lointain, de l'exotisme, les films de guerre, tout ça, j'ai un plaisir enfantin à voir ça. Et je me dis qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans, qui dépasse quand même le plaisir enfantin de regarder, quelque chose de puissant sur la tragédie, en fait, sur le grand spectacle et la tragédie. Donc voilà, je voulais faire à la fois ce roman à grand spectacle et ce roman de réflexion sur ce qu'on vivait à ce moment-là, voilà, pendant cette période Sarkozy, qui me paraissait un peu délirante sur le sujet. Et donc, j'écrivais ça dans mon coin, tout seul, j'ai mis 5 ans à l'écrire, et en fait, j'ai appris tout ce qu'il y a dedans, je l'ai appris en cours de route. C'est pas quelque chose que je savais avant et que j'ai décidé de mettre en roman. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire mon roman et à chaque fois que j'ai donné quelque chose, j'allais chercher. Donc pendant 5 ans, j'ai lu énormément là-dessus. J'ai regardé, j'ai vu des images. Internet est une merveille pour ça parce que on a accès à énormément de documents, de films, etc. Et donc petit à petit, en plus je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était même encore plus intéressant que ce que je pensais. En n'y connaissant pas grand-chose, je trouvais ça intéressant. Mais en creusant, c'est encore plus intéressant. Et je me suis dit, en le faisant, j'ai vachement raison de creuser là, parce que c'est passionnant à la fois d'un point de vue romanesque et d'un point de vue de la pensée, on va dire, socio-historique sur ce que c'est que la France. Et donc j'ai fait ça, ça me passionnait énormément. Puis après, l'idée de reconstituer un monde passé m'intéresse aussi. Il y a quelque chose pour moi là, de l'artisanat d'une certaine façon. C'est-à-dire aller chercher les détails, aller chercher comment ça s'est passé, comment on parlait à l'époque, ce qu'on disait à l'époque. Enfin voilà, ça me passionne beaucoup. Et puis aussi, il y a cette idée que cette histoire-là, elle est pas finie. On vit encore dedans. Et donc, on vit encore dans la même séquence de temps. Et tous les problèmes qu'on a avec l'immigration. Comment ça se fait que quelqu'un dont la famille vient d'Algérie, qui au bout de 3 générations, 4 générations, on dit encore qu'il est issu de l'immigration. Si c'est un Italien,
le premier qui émigre, ses enfants sont des Français, quoi. Donc voilà, quel est ce problème? Et c'est ça qui m'intéressait aussi de travailler ça, parce que finalement c'était quelque chose qui était un problème contemporain, quotidien. Voilà. Mais il y avait le côté aussi, voilà, j'aime le côté grand spectacle, donc il y avait aussi ce roman d'aventure. Mais je trouve que c'était important ça de penser à ces gens qui ont vécu des trucs incroyables. Alors sans aucune, là je mets aucun jugement moral. Ils ont vécu des choses extraordinaires. C'était des vies pas ordinaires, mais ils peuvent pas le raconter sauf entre eux parce qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Un ancien d'Indochine, dans ma génération, tout de suite c'était négatif. Un ancien d'Algérie, tout de suite c'était négatif. Donc bon, maintenant c'est peut-être un petit peu évolué, mais il y avait un rejet très très fort. Moi j'ai grandi dans la classe moyenne de gauche, on va dire, mes parents étaient enseignants en province. Bon, l'armée, l'Algérie, l'Indochine, c'était mal, quoi. Voilà, et donc j'ai grandi dans la détestation de ces gens-là sans jamais les avoir rencontrés. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et donc je suis allé chercher, voilà, et ça m'a passionné. Donc je pense que dans le côté de l'histoire, il y a ces deux aspects. C'est à la fois une façon d'essayer de comprendre quelque chose quand même du présent, et puis c'est aussi le plaisir du romanesque et de la reconstitution de quelque chose, la reconstitution d'un monde en fait. Ça c'est très plaisant. Mais votre démarche, elle est vraiment intéressante, parce que de dire que vous écrivez pour comprendre, c'est vraiment intéressant de renverser finalement la construction qu'on pourrait attendre d'un livre, et en même temps, on voit vraiment dans vos livres cette question-là du passé comme un éclairage en fait finalement de notre société. Et c'est ce que vous dites là. Et est-ce que vous pensez que c'est d'une certaine manière le rôle de la littérature, parce qu'on voit de plus en plus de livres qui justement offrent un regard dans le rétroviseur pour donner un éclairage particulier sur des thématiques très actuelles. Vous parlez beaucoup de l'identité, de la race, de la question de l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est un rôle encore plus important peut-être dans nos sociétés contemporaines qu'a la littérature d'éclairer ces problématiques-là? Oui, alors je pense carrément qu'un roman, c'est une sorte de machine à comprendre. Alors pour ceux qui le font et pour ceux qui le lisent aussi. C'est vrai que moi, le fait de pas comprendre quelque chose, c'est un moteur pour moi pour écrire, parce que il y a un désir fort de comprendre quelque chose. Et c'est vrai que par l'écriture, petit à petit, j'arrive à saisir quelque chose. Dans le sujet très précis de la guerre d'Algérie ou des guerres coloniales, il y a aussi l'idée que pour l'instant, le travail historique est un peu incomplet, fragmentaire. C'est-à-dire que c'est encore très très sensible. Il y a encore des conflits très forts entre les mémoires. J'avais écrit avec Benjamin Stora, qui est un historien spécialiste d'Algérie. On avait écrit tous les deux un bouquin qui s'appelait Les Mémoires dangereuses. Et en gros, ce qu'on disait, lui historien, moi romancier, donc lui ayant bien travaillé ça avec la méthode historique et moi ayant travaillé sur l'imaginaire, sur ce sujet-là, il y a des mémoires particulières à des groupes de gens et qui sont incompatibles. C'est-à-dire que si vous demandez à un appelé, si vous demandez à un pied noir, si vous demandez à un Algérien, etc., si vous demandez à un Harkis, etc., j'en ai compté au moins une douzaine comme ça de mémoires différentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous racontera 12 histoires différentes. Et des histoires incompatibles et qui sont en affrontement, violent. Et c'est vrai que moi j'ai écrit des bouquins, j'en ai écrit 2 donc sur le sujet, 2 romans. Comme j'ai pas de souvenirs familiaux, donc j'ai personne à défendre, donc j'ai quelque chose qui est un petit peu en retrait. Et par la fiction, j'arrive à essayer de raconter quelque chose qui va au-delà des tensions mémorielles. Et par exemple, l'art français de la guerre, très étrangement, il a été apprécié par les Algériens, par la droite classique, par l'extrême droite, par les militaires, par l'extrême gauche. Et en fait, les seuls, on peut identifier ça dans la presse, les seuls qui l'ont rejeté, c'est on va dire, ce centre-gauche, type Libération si vous voulez, dont je croyais faire partie, et en fait, qui l'ont
projeté n'était pas assez engagé selon eux, était un peu rance, parce que on n'était pas sûr dès les premières pages qui étaient les bons, qui étaient les méchants, et comme il y avait un militaire qui était le personnage principal, il était un peu trop humain pour être honnête, quoi. Mais par contre, après, il a été apprécié par des tas de gens qui se sont en fait affrontés dans la vraie histoire, mais qui s'y reconnaissaient chacun. Et là, je me dis, ben voilà, la littérature, elle sert à ça, c'est-à-dire que je peux raconter toute l'histoire, et des gens qui ont des mémoires différentes peuvent rentrer dans cette histoire, et finalement, peuvent se rassembler dans une histoire commune. Chose que ils ne faisaient pas autrement, parce que chacun était un peu barricadé dans son histoire. Et là, la littérature, elle peut ça, c'est-à-dire qu'elle peut produire des récits. La littérature, ça produit des récits. Hein, c'est son métier. Et la littérature peut produire des récits où beaucoup de gens très différents peuvent se reconnaître, parce que, alors, pour revenir à la Française de la guerre, mon propos n'était pas moral, n'était pas non plus historique, mon propos était purement humain. Moi, je me suis posé la question, ces types-là, c'est quoi ce qu'ils ont vécu? Ça fait quoi l'effet de vivre tout ça? Si moi, j'ai 20 ans et que j'arrive dans l'Indochine coloniale, il faut que je fasse la guerre, je fais quoi? Je pense quoi? C'est quoi? Voilà, en fait, je me posais des questions purement humaines. Et après, petit à petit, qui devenaient des questions de tragédie humaine, la violence, la vie, la mort, etc., la peur, le pouvoir, etc. Et c'était une façon de creuser des problématiques humaines universelles. Je crois que le roman, ça peut produire des récits comme ça, des récits communs. Et c'est vrai que ce bouquin, il a été étudié. Il a été lu, en classe. Il a vraiment, parce que ça proposait une histoire globale, mais qui arrivait à surmonter les barrières mémorielles. Mais j'ai pas fait exprès, en fait. J'ai pas fait exprès. C'est simplement, moi, j'étais pris par mon roman, et j'étais pris aussi par le côté aventure du roman. Donc, du coup, je me posais pas de questions morales ou savoir si ou ça. Enfin voilà, je compte. Et ça, c'est ça qui est bien aussi dans la littérature, c'est que si on s'attache au récit, aux personnages, à leur intériorité, à ce qu'ils font, etc., la morale viendra après. Par exemple, ça m'a frappé dans la conquête de la terre ferme. J'ai été frappé par la perplexité d'un certain nombre de critiques. Bon, je raconte l'histoire de la conquête du Mexique, on le sait, super violente. J'ai un narrateur qui est un Espagnol. Bon, donc il voit ça un peu de l'intérieur, hein, voilà. Bon, et il raconte ce qui se passe. Et en fait, beaucoup de critiques étaient un peu embarrassés parce que ils n'arrivaient pas à trouver de façon explicite une dénonciation de la colonisation ou de la conquista. Et des fois, ils ont rajouté un peu dans la critique en disant oui, c'est une dénonciation, machin, alors que non, c'est pas explicite. Par contre, si on a lu le livre, on se rend compte que la conquête, cette conquista, la colonisation est une pure violence. Point. C'est une spoliation et une violence. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas un truc, on va amener la civilisation, machin. Voilà. Mais ça, ouais, c'est évident dans le livre quand on le lit. Après, je le dis pas. Je le dis pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Après, ça se voit. Mais il y avait cette complexité, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dénoncer. Moi, je veux dénoncer personne. Hein. C'est bon, mais il y a ça de merveilleux dans la littérature qui est de pouvoir passer à travers les jugements moraux a priori. Et après, donner, en effet, un aspect des choses, mais sans l'avoir précisé. Simplement, c'est évident quand on lit. Ça doit être compliqué quand même, quand vous écrivez un livre, de prendre quand même en compte ces problématiques morales dont vous parlez là, de la réception du livre qu'il va y avoir, si vous prenez le parti d'être du côté des méchants. Parce que depuis le Lolita de Nabokov jusqu'à des livres beaucoup plus récents comme Le Sœur d'Abel Quentin ou La Tanche d'une auteure néerlandaise qui s'appelle Inge Schilperord, qui peut raconter l'histoire d'un pédophile mais à la première personne. Et un livre qui avait été durement critiqué à cause de ça. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez quand même à cette réception qui est finalement complètement indépendante du livre et de ce que vous voulez raconter, mais qui est là? Alors, moi, je pense qu'il est super important de s'interroger sur les méchants. Parce que, les victimes,
c'est très bien, faut en prendre soin, etc. Enfin, Après, les méchants, je trouve qu'on les évacue rapidement, et moi je suis persuadé que les méchants sont des gens normaux qui ont mal tourné, la plupart. Bon, il y a des sadiques, il y a des... Enfin bon. Après, je crois que quand on voit ce qui s'est passé au XXe siècle, toutes les violences, il n'y a pas assez de fous pour faire ces violences. Les gens normaux y ont participé. Bah, pourquoi on y participe? Voilà, dans le dernier roman que j'ai fait, La féroce infirme, je raconte donc l'histoire d'un jeune appelé. Donc il a 20 ans, il est tout à fait normal. C'est un type de 20 ans, quoi. Et il est appelé, il est envoyé en Algérie, on lui file une arme, et puis voilà, débrouille-toi. Et après, il va en fait faire une sorte d'escalade de la violence voilà, jusqu'à la désertion. Et à la fin, il va tourner sur quand il est âgé, quand on le voit âgé, c'est apparemment un sale type. Mais un sale type, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est super important de comprendre ça. Et ça, comme on est plein d'empathie pour les victimes, on maintient le méchant, on le maintient loin. Le bourreau, voilà, on le maintient loin. C'est pour ça que j'étais très, je tenais beaucoup dans ce roman-là, sur cette guerre d'Algérie, à employer la première personne, le je. Ce méchant va dire je. Alors, mon éditeur m'avait dit, bon, c'est peut-être plus simple que tu vas... Non, c'est comme ça, c'est important. N'allons pas croire que le méchant, c'est l'autre. Mais suivons intérieurement son trajet, et puis après, posons-nous la question, dans ce cas-là, je fais quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que je fais ou pas, etc. Enfin bon, parce que c'est facile de dire non, de toute façon moi, je suis pas un violent. Mais bon, après les gens qui ont pratiqué des violences donc au XXe siècle, ils ont eu une trajectoire. La plupart étaient pas pires que les autres. Et puis c'est aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on a en nous. Je suis vraiment persuadé qu'en nous, la civilisation c'est un vernis, quoi. Et que si jamais on est dans une situation très tendue, on peut vite tomber dans la violence, dans des choses terribles. Ce qui fait que les gens qui résistent à ça, il faut d'autant plus les admirer. Voilà. Si on parle de la Seconde Guerre mondiale, les résistants de la première heure sont admirables. Ils n'étaient pas obligés. La collaboration molle était quand même la chose la plus simple. Voilà. Donc voilà, mais je trouve que c'est super important et même moralement, c'est très important d'aller voir ce qui se trame chez les méchants. Alors ça me permet aussi moi de me laisser aller à mes mauvais penchants quand j'écris, mais je pense que c'est super important et de comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment, comprendre un pédophile, un terroriste, un assassin, je sais pas, un pervers. Voilà, il y a un vrai enjeu là. Et puis, alors justement dans ces féroces infirmes, moi j'essaie de comprendre ce que c'était qu'un fasciste. Moi ayant grandi dans un monde et dans une culture où le mot de fasciste ne s'expliquait pas, c'était juste une injure pour repousser les gens, mais ça ne s'explique pas, c'est pas possible, on vaille pas là-dessus. Bah si, en fait. Pourquoi parce que c'est super important. Alors bon, il s'est trouvé que moi j'ai un grand-père qui a collaboré, qui a été arrêté, expulsé, de France pour fait de collaboration, qui n'ont pas été dramatiques. Il a tué personne, mais il l'a fait. Je me pose la question, pourquoi on peut en 40 adhérer au fascisme, et c'est vrai que c'est une vraie question importante, plutôt que de continuer à en faire une sorte de repoussoir, d'injure. Pourquoi les gens ils se lancent là-dedans? Ça c'est une vraie bonne question. Et à la limite, si on veut lutter contre le fascisme, comprenons d'abord ce que c'est, et pour éviter aussi de dire n'importe quoi et justement de faire aucune lutte d'aucune sorte, puisque on comprend même pas contre quoi on lutte. C'est effectivement très très intéressant, et ça me fait penser en fait à une scène dans le premier chapitre de Féroces infirmes,
cette question-là du rapport aux anciens, du rapport à ce qu'il y avait avant nous, comme vous dites qu'il faut d'une certaine manière l'assumer, en fait, le regarder dans les yeux, et c'est ce que fait votre personnage dans Féroce Infirme. Donc vous avez choisi la structure familiale d'un duo père-fils, et il y a une scène très forte au début du livre où le fils donc promène son père, et le père se met à insulter dans des mots terribles une personne qu'il croise, et le fils tout voilà, avec beaucoup de peine, il assume, quoi, il baisse un peu la tête, il s'excuse comme il peut, il assume. Et cette scène, je l'ai trouvée vraiment très forte par rapport au roman, mais aussi au-delà avec le symbole qu'elle représente. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ça finalement une nation, une communauté? Est-ce que c'est pas assumer ces anciens, assumer ces démons et rester avec eux, les regarder dans les yeux jusqu'au bout, plutôt que la fâcheuse tendance qu'on aurait actuellement à les mettre de côté et dire mais non, tout ça ne dépend pas de nous, ce qui est quand même malheureusement un mensonge finalement. Mais c'est super important ça c'est la question aussi qui se posait dans les guerres coloniales. Bon, il y a eu d'extrêmes violences qui ont été commises. Il faut, ça a été. Alors, dans ce domaine-là, quand on parle de la chose comme ça. Il y a une sorte de débat là aussi de mémoire où on se dit la France est entachée à jamais par ces violences qui ont été faites. Après, il y a aussi la version opposée qui dit oui, mais de toute façon c'est le FLN qui a commencé en commettant d'horribles violences, ce qui est tout à fait vrai. Enfin, après, pas pour le commencer, mais pour les horribles violences. Ceci a eu lieu. Voilà. Regardons-le, comprenons-le, et continuons à vivre. Et en sachant que ça s'est passé il y a 50 ans, 60 ans, ça a concerné nos pères ou nos grands-pères. Ils ont fait ça, mais c'est toujours nos pères, et c'est toujours nos grands-pères. Il faut vivre avec ça. Dire que dès qu'il y a du mal, on va le mettre à distance et on va faire comme s'il n'existait pas pour ne pas être contaminés nous-mêmes. Non. Si le fait d'être les enfants de ces gens-là qui ont commis des violences, ça nous contamine, soyons contaminés, c'est pas grave. Simplement, il faut le savoir. Et c'est pas de la repentance. C'est pas une histoire de repentance, d'excuse, tout ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est avoir une claire conscience de ce qui a eu lieu. Pendant la guerre, toutes les guerres coloniales, mais pendant la guerre d'Algérie, il y a eu d'extrêmes violences qui ont été commises des deux côtés. La violence française a été plus importante parce que la force était du côté de la France. La colonie a été une violence. Il y a eu spoliation des Algériens. Il y a une société qui était une société d'apartheid qui n'était pas tenable. Voilà, soyons clairs. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on rencontre des Algériens ou quand on va en Algérie, les gens qui sont à qui j'ai pu causer, ils n'ont pas de ressentiment vis-à-vis de la France. Simplement, ils veulent pas que l'on nie les violences qui ont été commises. Mais autrement, il n'y a pas de ressentiment. Ça s'est fait. En plus, il y a la fierté d'avoir conquis son indépendance qui fait que il y a plus d'humiliation. Et donc du coup, ceci a été fait, ceci a eu lieu. Et continuons à vivre. Et c'est super important de comprendre ça. Et la littérature, c'est vraiment un bon outil pour ça, c'est-à-dire pour regarder les violences du passé, les choses difficiles du passé, et puis les dénouer par la littérature, non pas les cacher, mais les dénouer par la littérature, pour que on sache, une fois qu'on sait, que l'on se dise que ce passé a eu lieu, mais on continue. D'accord. Et est-ce que, là on va arriver à la minute scoop, révélation, est-ce que cette idée-là donc de dénouer les faits grâce à la littérature, vers quel roman va-t-elle vous mener, cette volonté-là? Est-ce que votre prochain roman va être l'occasion encore de travailler une nouvelle période de l'histoire, peut-être la guerre d'Algérie, encore l'histoire de France? Est-ce que vous avez fait une révélation déjà? Alors je ne sais pas si je vais reprendre encore la guerre d'Algérie, parce que j'ai quand même pas mal écrit dessus.
Alors, j'ai envie de parler un peu de, bon, comme la Français de la guerre, ça parlait de 42 à 62 à peu près. Féroce infirme, ça parlait de 59 à 63 à peu près. Cette période-là, à peu près, m'intéresse aussi. C'est-à-dire que je me pose la question, tous ces gens qui ont vécu ça, ils font quoi après? C'est-à-dire quand on a vécu pendant 2 ans, le service militaire était duré 2 ans, on a vécu pendant 2 ans avec une arme. Même si on ne s'en est pas servi, il y en a plein qui s'en sont pas servi, hein. Mais on fait quoi avec ça? Et du coup, c'est aussi, si je me pose la question de la France des années 60 que moi j'ai vécu gamin, elle avait ça sous le tapis, il y a cette violence-là, ces souvenirs au moins de cette violence. Donc qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse toujours, ça, l'après. Alors plus tellement la guerre d'Algérie, mais le retour, c'était, il y avait un bouquin de Javier Cercas qui s'appelle Les guerriers de Salamine, que j'ai lu avant de commencer la Français de la guerre et qui a été important pour moi parce que il m'a d'une certaine façon autorisé à écrire la Français de la guerre parce qu'il parlait d'un intellectuel franquiste et là je me suis dit ah ouais, on peut essayer de comprendre ce que pense un intellectuel franquiste. Et après, et puis il parle aussi de l'après, de ces soldats qui ont revu, etc. Et voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup, ça l'appelle. Ça, je le ferai sûrement. Autrement, je fais un roman qui parle d'amour en ce moment parce que j'en ai marre de tuer les gens. Voilà. Et non, c'est vrai que j'ai eu des moments de dégoût violent, quoi. C'est-à-dire que quand on écrit sur quelque chose, on plonge dedans. Et des fois, j'en avais marre de tous ces morts. Et donc là, voilà. C'est ce que je fais, celui qui est en train de se faire, ça parle que d'amour, c'est super. Ah, voilà. Et d'amour qui marche en plus. En plus, on est gardé. Non mais le truc invendable, quoi. Non, mais bon, ça me fait du bien. Et je reviendrai à l'historique un peu plus tard. D'accord. En tout cas, on sera là pour vous suivre en librairie, effectivement, évidemment. On sera là. Alexis, on est ensemble hein, depuis plus de 45 minutes déjà. Un grand merci pour toutes vos réponses. On s'est régalé. On est entré dans vos livres, mais maintenant, une seule chose à faire, hein, allez les lire le plus vite possible. Dès le 11, la réouverture des librairies, tout le monde dans les librairies. Enfin, tout le monde. Enfin. Voilà, enfin, on va aider nos libraires, c'est important. Et puis nous, on va finir avec cette séquence et que la France attend. Maintenant, c'est un rendez-vous. Un dernier pour la route. Alors, des petites questions, maintenant on connaît la formule, des petites questions pour vous connaître un petit peu mieux, Alexis. Et on commence avec un peu de cinéma. Vous nous disiez que vous étiez un amoureux des films à grand spectacle. Le film à voir d'urgence avant la fin du confinement. Il faut se jeter sur la cassette, il faut y aller. Ah. Écoutez, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il est sorti juste avant le confinement, mais je l'ai vu sur petit écran, L'État sauvage, qui est un western plein de femmes. Ah. Ce qui est très très étrange, un western français qui est très poétique, très étrange, très un peu hanté, voilà, et ça m'a enthousiasmé justement de reprendre le western, qui est quand même un genre très très codé, et d'en faire quelque chose qui va chercher loin dans les profondeurs humaines. C'est ça qui est beau dans le western, c'est-à-dire que c'est très très épuré en termes de narration, les personnages sont un petit peu catalogués, les grands espaces et tout, et avec ça c'est comme une scène de théâtre. Et là, il va se jouer une pièce tragique. Voilà. Et L'État sauvage, dont là, bien sûr, j'ai oublié le réalisateur à l'instant où je vous parle, mais c'est facile à retrouver et c'est très très bon. L'État sauvage, il y a l'affiche qui s'affiche à l'écran. Et on va voyager un petit peu maintenant avec vos prochaines vacances après le confinement. Voilà, l'endroit où vous êtes le mieux, où vous avez envie d'aller tout de suite. Là où j'ai envie d'aller tout de suite, je sais pas si ça va être possible, hein, c'est de retourner dans le Bugey, qui est une région qui est à peu près le sud du Jura, pas très loin du lac du Bourget. En fait, c'est là où j'ai grandi. C'est une région très très verte, montagne, lac, forêt. Et là, il y a mon beau-père qui habite là-bas, qui a une maison, et mon projet, si je peux, c'est d'aller là-bas pour regarder les arbres, pour courir dans la forêt et pour respirer l'air frais, et ça me ferait le plus grand bien.
Un beau programme. Un beau programme. On Ah en oui, a tous simple, simple mais bon. Voilà, effectivement. Et on continue avec un peu de musique. Alors là, vous n'avez le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de votre vie. Choisissez laquelle. Vous avez le droit à un album. Allez, c'est le bonus. Il y a Un album, aïe 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 aïe. Alors, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais écouter une seule fois? Eh ben, écoutez, puisqu'il faudra le répéter longtemps, eh ben, ça sera Préludes et Fugues de Bach par Glenn Gould. Alors, pour ce qui est merveilleux dans ce disque et ce qui permet de l'écouter longtemps, c'est que ce sont de petites architectures. Chaque morceau est une petite architecture complexe et parfaite, et il y a un plaisir très profond à penser, à se penser dans cette architecture-là. C'est des petites pièces comme ça, très très étranges. Et là, on peut en avoir une, deux, on écoute une, ça, et c'est un plaisir à la fois architectural et musical. On note dans la playlist, et on continue, on revient un petit peu dans le territoire du roman avec cette question. Vous avez la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Aïe aïe aïe. Un personnage de roman. Ah là là. Bon, est-ce que l'Odyssée ça compte comme un roman? Non, allez, c'est cadeau. Allez, pour vous on compte. Allez. Je veux bien être Ulysse. Je veux bien être Ulysse qui est un merveilleux personnage très complexe et très 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 moderne en fait, qui passe par des aventures très étranges, très terribles, et finalement qui par son sens, on va dire son sens psychologique, tactique, arrive à se sortir de tout ça. Et voilà, moi c'est pour moi un livre que je lis depuis que je suis gamin, qui me fascine depuis que je suis gamin, un personnage que j'adore depuis que je suis gamin, voilà, et que je relis régulièrement, et voilà, et c'est pour moi, en cas d'île déserte, voilà, ça sera celui-là. Pour se débrouiller, c'est pas mal, effectivement. Ah ouais. Effectivement, bon choix pour se débrouiller. Voilà. Là, donc c'est pas très contemporain tout ça, hein, mais bon. Ça compte. Donc, là, sans transition, alors d'Ulysse à la politique, alors l'homme politique que vous voulez mettre à la retraite. Vous trouvez que bon, on l'a trop vu, là ça y est, il est temps qu'il se repose un petit peu. Bah Macron, ah bah ouais. Hein, il peut prendre une retraite anticipée, ouais, on lui en voudra pas. Je crois que là vous n'êtes pas seul, hein, donc on est d'accord. Référendum. Alors après, je sais que je suis injuste, c'est parce que voilà, j'ai une sorte d'aversion presque personnelle, enfin pas personnelle parce que je ne connais pas, mais humaine. Voilà, ce premier de la classe qui dit ce que les gens veulent entendre, enfin qui est au théâtre en permanence. Voilà, c'est vivement qu'on passe à la suite. Mais après le problème c'est que je vois pas bien qui c'est. Voilà. La question de la suite est pas rassurante non plus à vrai dire. Ah ouais, donc bon. On verra. Pour l'instant, on va voir. Mais on revient encore, on voyage d'un territoire à l'autre avec cette fois encore la littérature. Attention, la question, faut mettre les pieds dans le plat. L'auteur qui est un peu surcoté, d'après vous. Parmi les anciens ou enfin morts ou vivants, vous avez le choix. Vous trouvez qu'on en fait un peu trop? Tesson, Sylvain. Voilà. Qui est un homme brillantissime, sympathique, voilà, qui a vécu des aventures incroyables, mais qui, bon, j'ai l'impression que plus ça va, plus il joue de son personnage, il joue de la formule, voilà. Et en fait, à la fin, c'est ce qu'il faut, parce que plus il joue comme ça, plus il vend des tonnes de bouquins, et il y a quelque chose d'une sorte de Desbrouf en fait. Alors qu'il vaut mieux que ça. Mais bon, écoute, tant que ça marche. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est, voilà, je suis un peu, je suis plein de réserves vis-à-vis de ces bouquins. Voilà, on le saluera. S'il nous écoute, on le salue. On continue donc avec les médias. Alors les deux dernières questions. Là, la personnalité médiatique qui vous agace. Pareil, on la voit un peu trop. Il y en a marre. Ouais, alors, il y en a beaucoup. Hein. Après, bon, je suis pas un gros consommateur de médias. Il y en aurait.
Je sais pas, j'hésiterai entre Barbier et Onfray. Bon choix, effectivement. C'est la deuxième fois qu'on cite Christophe Barbier dans les apéros pistache et littérature. Il y a Marion Messier. Bah oui, parce qu'il est mais alors, c'est fascinant tous ces éditorialistes qui ont un avis sur tout. Et qui ont surtout un avis d'ailleurs. Ouais, sur ton avis, et ça va, et l'avis peut changer d'un jour sur l'autre, etc. Mais c'est fascinant de penser qu'on puisse avoir un avis sur tout. Alors, moi, je fais une chronique. En effet, donc je suis censé avoir un avis sur tout, mais moi, je parle de mon bambou, là, moi, je le connais. Bon, c'est... Ouais, voilà. Et puis, bon, on ferait aussi pour moi, c'est un peu la même idée, avoir un avis... Ouais, il vous explique le monde en 800 pages, et puis c'est comme ci, puis c'est comme ça, puis qui crac, et puis... Bon... si on faisait un peu de philosophie, tiens. Comme ça, au hasard, vraiment, par exotisme. D'accord, bon, Barbier ou Onfray, match nul. Et enfin, la dernière question, là, inévitable. Le conseil de lecture d'Alexis Génie, le livre à lire, vraiment tout de suite pour vous. Mon Dieu. Qui est récent? Bon, bah écoutez, ouais, Richard Powers, L'Arbre Monde. Voilà, gros bouquin énorme. C'est la grande narration américaine quand elle prend vraiment son ampleur et tout ça. C'est autour des arbres, des rapports avec les arbres. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Alors, je viens juste de sortir là avant le confinement, j'avais sorti un bouquin qui était la biographie de John Muir, qui s'appelle J'aurais pu être millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, et je raconte en fait l'histoire de cet homme qui aime les forêts. Et en fait, Powers fait un roman avec ce rapport aux forêts, ce rapport aux arbres, et que je trouve extraordinaire. Et quand je l'ai lu, j'ai passé 15 jours merveilleux à lire ce gros pavé de je sais pas combien de pages. Et après, pendant 2 jours, j'ai été un peu déprimé. Je me dis, mais pourquoi on fait pas ça en France, des grands trucs comme ça, sur des sujets comme ça. Enfin, et après, bon, en faisant ma bio sur John Muir, je me suis dit, de toute façon, le rapport à la nature n'est pas le même, parce que la nature est pas la même. Voilà, nous, on a une nature rurale en France, et puis là-bas, c'est le wilderness. Bon, donc c'est autre chose. Mais bon, j'ai envie aussi de travailler ça, de travailler l'écriture de nature. J'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai pas trouvé la voie pour l'instant, mais j'espère que ça viendra. Voilà, c'est vraiment le rapport à la nature. Le rapport alors pour moi, ça passe plutôt par le végétal, mais c'est quelque chose d'important. Alors c'est important pour moi, et puis c'est important maintenant. Voilà, donc c'est les deux. Et voilà, donc j'aimerais bien travailler là-dessus. Donc Powers l'a réussi. Et après, il faut trouver à faire quelque chose comme ça en français. On compte sur vous, la mission acceptée. Et donc, voilà, c'était le conseil de lecture d'Alexis Génie. C'est la fin de ce nouveau numéro d'apéro pistache et littérature. Alexis, un immense merci pour toutes vos réponses, on s'est régalé. C'était un plaisir. Formidable, donc plaisir partagé. Merci à tous encore d'avoir assisté à ce numéro. On va se retrouver la semaine prochaine avec l'avocat Emmanuel Pierrat. Alors là, on rencontre tout le monde dans les apéros pistache et littérature. Emmanuel Pierrat qui viendra nous parler de ses nombreux livres, très grosse productivité. Ça, c'est rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 18h. En attendant, merci à tous une fois de plus. Merci Alexis. À très bientôt. On se quitte comme ça. Vive la France. Voilà. Hop. Merci beaucoup.